Hello, bienvenue à tous dans ce petit vlog païen. J'avais envie de vous partager aujourd'hui ma passion. Alors ma passion, ma pratique surtout, païenne. Je me suis lancé un petit défi hôtel tel quel. Donc j'ai allumé la petite bougie, mais à part ça, j'en ai absolument rien changé. Donc l'hôtel que vous avez sous les yeux, c'est l'hôtel qui se trouve dans la pièce principale de mon foyer. Voilà, je voulais vous présenter, vous proposer un petit peu du contenu, le contenu que j'aurais aimé trouver il y a 15 ans quand j'ai commencé, c'est-à-dire de la pratique sans prétention, sans forcément tomber dans de l'éclectisme moderne, des théories d'extraterrestres ou autres, et sans non plus faire de récupération politique, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. À part l'écologie, j'estime qu'il n'y a pas à mêler la politique au paganisme ou à nos pratiques spirituelles de manière générale. Ce n'est que mon avis, bien sûr. D'ailleurs, tout le long de cette vidéo, je ne vais faire que pour vous proposer de découvrir la manière dont moi je pratique. Je ne détiens pas la vérité. Je vous propose simplement de partager ma pratique et vous en pensez ce que vous voulez. Alors déjà, de quoi on parle ? Parce que dès qu'on commence à parler de paganisme, on a quelques clichés qui viennent sur la table. Et si on peut leur casser la figure au passage de cette vidéo, c'est tant mieux. Le paganisme, c'est l'ensemble des croyances de nos peuples avant que la religion du livre s'impose. C'est-à-dire les religions monothéistes de ces 2000 dernières années. Donc avant ça, nos peuples avaient des croyances très souvent liées au territoire, au lieu où on habitait, au climat, aux phénomènes naturels. Et donc, ces croyances variaient beaucoup, même au sein d'un même, entre guillemets, pays. Hein, selon les régions, ça varie énormément. Donc, être païen, c'est simplement renouer avec ces croyances qui sont très liées à la nature. Dans les faits, ça veut dire que, par exemple, la pratique centrale que je citerai pour ce qui est de ma pratique païenne, ce serait simplement de me promener, d'être en relation avec la nature et de prendre conscience que je fais partie de ce monde, que la nature et les animaux ne sont pas là pour me servir, pour servir l'homme. Ils n'ont pas été créés ici pour nous servir, mais que simplement on fait partie de ce monde visible et invisible. Car on peut parler de magie, mais quand on pense à tous les êtres invisibles, aux peuples cachés qu'on rencontre dans nos traditions, il ne s'agit pas à proprement parler de peuples magiques, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui existent, même si on ne les voit pas, ils font partie de notre quotidien. Certains ne sont visibles ou ne sortent que la nuit, selon certaines conditions qui leur sont propres, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont magiques. Pour les peuples de cette tradition, c'est simplement une réalité. Et donc, niveau pratique, on va commencer par casser un premier cliché qui est celui que les dieux de nos panthéons, qui varient un petit peu par leur nom entre les traditions germaniques et scandinaves, puisque c'est de ça dont il s'agit pour moi, sont au centre de notre pratique. Or, pas vraiment. Là, vous allez me dire, oui, enfin bon, Odin est au centre de l'autel. Oui, forcément, comme c'est le dieu, en plus le dieu principal, il est au centre, c'est la place d'honneur, c'est logique, mais il n'est pas forcément au centre des pratiques. Au centre, ou plutôt parmi les pratiques les plus régulières, les plus récurrentes, on va retrouver plutôt l'esprit du foyer, les esprits des lieux et les ancêtres. Et pour vous donner une idée de la régularité, moi je leur adresse des offrandes de différentes sortes, principalement à la nouvelle lune, à la pleine lune. Donc
on est quand même sur une pratique assez régulière. Je vais essayer de vous faire un petit plan rapproché de l'esprit du foyer que vous voyez à gauche. Donc là, vous voyez un des personnages les plus importants finalement de ma pratique, qui est l'esprit qui veille sur mon foyer. Comme vous voyez, il a plein de petites offrandes, fossiles, corail, plein de petites trouvailles qui ont été faites au fur et à mesure des promenades pour l'encourager à prendre bien soin de mon foyer. La légende dit que plus la maison est propre et bien entretenue, et plus heureux il est. Donc voilà, ça, vous pouvez vous le noter. Ici, on a aussi le petit pot qui me sert à lui faire ses offrandes. Traditionnellement, on offre plutôt de l'avoine, du lait, du sucre, des petits bonbons, des choses comme ça. Bon là, il se trouve que ce sont des fleurs séchées parce que comme on est au printemps, je lui offre pas mal de petits bouquets qui viennent de petites trouvailles qui viennent de mes promenades champêtres. Ici d'ailleurs, on a le bouquet qui commence à bien faire la tête parce qu'il date de la pleine lune. Mais la nouvelle lune arrive dans 3-4 jours, donc il aura le droit à un renouvellement des offrandes. Et je récupérerai sûrement une partie des fleurs séchées qui sont récupérables pour de futures pratiques, pour de futures offrandes, peut-être pour en faire de l'encens ou quelque chose comme ça. Alors le but de l'hôtel, c'est qu'il évolue au fil évidemment des saisons. Et vous voyez ici qu'il y a pas mal de petits détails qui étaient liés à Ostara, puisque Ostara est une des 3 fêtes principales du paganisme scandinave, en tout cas germano-scandinave. Donc il a son petit lapin. Et tout ça changera effectivement au fil des saisons, au fil de la pratique. Juste à côté ici, j'ai un ensemble de petits objets qui sont des rappels de l'importance de mon foyer en fait. Donc on va avoir cadeau de mon conjoint, cadeau de mon fils, cadeau de ma grand-mère et aussi à l'intérieur plein d'autres petits objets, petites offrandes ou qui lui ont été faites dans le passé et que j'ai décidé de garder, ou des petites décos que je sortirai plutôt en hiver ou lors d'autres saisons, mais qui n'ont pas leur place pour le moment sur l'hôtel. Au centre, on a évidemment les dieux. Alors ici, on n'a que Odin, le père de tous, tout simplement parce que l'hôtel est en construction et d'autres sont en voie d'être sculptés, dont Tyr, qui a déjà un petit coin qui lui appartient ici, parce que c'est un dieu qui est cher à mon conjoint. Vous voyez, il a même eu une petite offrande, apparemment. Le marteau de Thor qui est derrière, les petites chopes, des bougies que j'ai choisi de lui offrir en cire d'abeille parce que j'adore l'odeur et que je trouve que c'est plus sympa. Et oui, pour ceux qui ont l'œil, il s'agit bien d'un petit bâton de Palo Santo. Alors je n'en utilise plus depuis des années, mais vraiment, ça fait partie, si ce n'est pas le dernier bâton qui était en ma possession, qu'on a utilisé pour consacrer l'hôtel. À l'heure d'aujourd'hui, je conseille évidemment d'utiliser des matières locales. Le thym, le romarin, la sève de pin. Moi, je suis une grande fan de la sève de pin qui se récolte facilement et qui permettent d'avoir des actions totalement similaires. Et ça évite de faire venir de l'autre bout du monde des matériaux qui ne sont pas forcément en plus cohérents avec une pratique païenne. Mais voilà, pour autant, on ne va pas gâcher. Donc on voit qu'il y a pas mal de petits symboles nordiques, petite réserve de bougies. Et oui, l'hôtel est encore un peu vide parce que pour l'instant, il est encore en construction.
Et tout au bout, on a le coin des ancêtres. Ancêtres que, personnellement, je préfère honorer lors des nouvelles lunes. Mais après, c'est propre à chacun. Donc, on va retrouver des petits... Voilà, ça, c'est une petite flamme qui me sert à les honorer. Des chopes, des souvenirs qui sont liés à la famille. Tout simplement. Alors, je ne vous montrerai pas de toute façon, que ce soit sur cet autel ou sur l'autre, les parties sur lesquelles il y a des photos de proches ou des photos de personnes ou d'animaux qui ont rejoint le monde invisible. Mais il y en a et ils sont salués, voilà, traditionnellement, pour moi, dans ma pratique, lors des nouvelles lunes, par le biais d'offrandes également. Avant de partir et de vous montrer mon petit hôtel perso, je vais en profiter pour casser un deuxième cliché qui est sur le concept même de Dieu. Les dieux dans le paganisme ne sont pas omniscients, ils ne sont pas omnipotents, ils ne nous sauvent pas, ils nous guident, ils nous conseillent, parfois ils nous mettent à l'épreuve aussi, mais ils ne sont pas immortels. Et s'ils le sont, c'est grâce aux pommes magiques de la déesse Idun, mais ils ne le sont pas de nature. Donc c'est une grosse différence qu'on peut avoir avec les religions plus modernes. Donc voilà, ici on est sur mon bureau. Tout simplement, le petit hôtel, mon petit hôtel perso est directement sur mon bureau. Je disais donc, oui, les dieux sont plus traditionnellement salués lors des blots, donc des pratiques de groupe, lors des réunions du clan. Ça n'empêche pas que certaines personnes aient une relation particulière ou une affection particulière pour tel ou tel dieu. Il arrive même qu'on ait une relation très proche de confiance totale avec un dieu en particulier, qui s'appelle, donc ça s'appelle Fultrui, mot que probablement je massacre en le prononçant, et qui est donc une relation de confiance à vie avec un dieu en particulier. Ça n'empêche pas pour autant de s'adresser à d'autres dieux ou d'avoir de l'affection pour d'autres dieux. Donc par exemple, je vais vous partager mon petit hôtel. Vous voyez que ce qu'a dit à gauche fait partie de ma pratique depuis très très longtemps, depuis les tout débuts. Ce n'est pas mon Fultrui, mais je l'adore. Et donc devant elle, elle a l'ensemble des petites offrandes que j'ai pu lui dédier depuis une quinzaine d'années. On a donc des bijoux, des trouvailles, des petites demandes écrites en runes comme j'ai pu, pas mal de bijoux. Voilà, j'ai mis aussi tout simplement des douilles de balles de fusil, tout simplement parce que je ne tire pas à l'arc, je n'avais pas de flèche sous la main qui aurait beaucoup mieux correspondu à son statut de chasseresse. Mais j'ai estimé que la cohérence était suffisante pour lui offrir ces petites trouvailles-là. Derrière, on a un livre un petit carnet qui lui est dédié, donc dans lequel je vais avoir plein de petites créations ou de petites prières qui lui sont adressées et uniquement à elle, parce que c'est vraiment une déesse qui m'a beaucoup inspirée depuis que je la connais, depuis qu'elle fait partie de ma vie, à qui je dois beaucoup et dont la vie et la mythologie, l'histoire m'a énormément aidée. Dans le creux là, on voit qu'elle a un petit manteau que je lui mets en hiver, que j'ai cousu en nail bending, donc en utilisant une aiguille en os, à la manière traditionnelle de l'époque, ou en tout cas j'ai essayé. Donc là, comme on est à la saison chaude, elle n'a pas son manteau. Je lui remettrai
quand on sera plus proche de l'équinoxe d'automne. Ici, donc, on a une petite bougie, bien sûr. Dans la mesure du possible, j'évite le plastique et j'évite tous les matériaux qui ne sont pas nobles, c'est-à-dire j'essaye de m'en tenir à ce qui est bois, cristaux, verre, cire, etc. Mais bon, il y a quelques petites exceptions. Donc oui, là on a un petit arbuste de Noël que je n'ai pas retiré parce que j'aime bien qu'elle ait quand même son petit côté montagne avec elle. Le loup, la louve, qui est mon animal, je ne vais pas dire animal totem parce que l'animal totem, je suppose, appartient plutôt aux croyances des natifs d'Amérique. Mais un animal dont je suis proche depuis absolument toujours, donc, et que je trouve aussi cohérent avec elle et Odin. Donc je le laisse sur mon hôtel. Voilà, donc j'ai vraiment pris le parti de vous montrer l'hôtel tel quel. Vous voyez, c'est pas parfait du tout. On n'est pas sur du post Instagram, hein. Mais vous voyez que du coup, vous avez aussi les pratiques qui sont en cours et le matériel que j'utilise au quotidien. Donc les bougies, avec pareil, toujours les petites offrandes de fleurs séchées que j'ai pu trouver ou qu'on m'a offertes parfois. La carte qui est ici, en fait, qui représente une rune, je la change à chaque nouvelle ou pleine lune. Donc, chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, je tire une des cartes de ce jeu, ou d'un autre d'ailleurs, qui va me donner en quelque sorte, qui va m'inspirer, me donner un petit peu les énergies de la période des 2 semaines qui suivent. Ce n'est pas du tout une pratique traditionnelle, hein, je le précise. Et on y viendra plus tard pour le cliché sur les runes. Mais ça, pour le coup, c'est une pratique à moi qui n'a rien de traditionnel, si ce n'est que je me base sur le calendrier lunisolaire. Ici, on a les instruments de musique. Il faut le dire vite, mais une petite guimbarde et des petits grelots antiques. Parce que l'artisanat a une place énorme dans le paganisme. L'artisanat, la danse, le chant, qui sont devenus quasiment absents des pratiques modernes, enfin qu'on n'a plus dans notre vie, quoi. Et même dans les religions monothéistes, je trouve que parfois c'est quand même assez triste, mais qui avait une importance majeure, donc qui garde une importance majeure pour les païens. Donc voilà, je les utilise pas mal aussi pour mes rituels, ne serait-ce que pour ouvrir ou fermer, entre guillemets, ma pratique. Une petite huile qui vient des chamans Sam, ou Sami, je sais pas comment on dit. Une pierre de quartz mousse, donc qui me rappelle beaucoup tout simplement la nature, Yggdrasil, l'importance de la nature. Ensuite, au milieu, encore une fois, on a le père de tous. Alors oui, là, cette sculpture-là, c'est moi qui l'ai faite. Donc, elle est beaucoup moins impressionnante que celle que vous avez pu voir en bas. Mais j'y tiens. J'y ai mis tout mon cœur et quelques gouttes de sang. J'ai failli perdre 3 doigts en la faisant, donc j'y tiens. On voit, elle représente Odin qui a sacrifié son œil au puits de la sagesse d'Yggdrasil pour avoir la connaissance des runes. Odin a énormément de surnoms et d'aspects différents. Et donc ça va vraiment dépendre des gens, quel aspect d'Odin vous parle ou ne vous parle pas. Moi je sais que son aspect vagabond et magicien me parle énormément. Donc c'est ceux que j'ai choisi de mettre le plus en avant. Ici on a une petite demande que je lui ai faite, qui est donc sur un petit parchemin scellé de sève de pin, que je dépose à côté de lui. Et derrière lui, une pierre, c'est du quartz, qui représente un drakkar, ou en tout cas un bateau viking, au milieu des runes.
avec sur la voile la rune Ansuz, qui est celle de la parole, de l'inspiration, de la parole. C'est une pierre que je porte sur moi quand je voyage. Donc, comme Odin est aussi un dieu voyageur, je lui laisse pour qu'elle se charge de son énergie. Et quand moi je dois voyager et que je ne peux pas emmener tout mon hôtel, j'emmène cette pierre pour qu'elle protège mes voyages. Voilà, tout simplement. Ici, dans ce petit verre qui est beaucoup trop petit, il y a aussi l'ensemble des offrandes que j'ai pu lui faire. Donc, on a une lance, forcément, qui rappelle Gungnir, je vais encore massacrer le mot, mais la lance, sa lance traditionnelle. Un petit pendentif en métal forgé auquel je tiens beaucoup parce qu'il c'est le premier que j'ai eu. Mon premier pendentif païen, j'aimerais bien qu'il y ait une mise au point dessus, mais j'ai l'impression que le portable a décidé que non. Qui représente en fait Hugin et Munin, les deux corbeaux, connaissance et mémoire, et qui est en fer, qui est bien noirci avec le temps. On a aussi une pierre bleu marine, qui je suppose est de l'agate, parce que c'est la couleur qui me rappelle son aspect, à la fois l'aspect de sagesse, presque cosmique, et le côté monde des morts, un peu couleur du deuil en quelque sorte. Et du coup, je lui ai offerte. On a un petit médaillon que j'ai trouvé par terre lors d'une promenade, qui apparemment était un médaillon qui était peut-être autour du cou d'un chien, je suppose. Et comme c'était écrit Skoll, voilà, j'ai trouvé que c'était un signe intéressant. Je lui ai offerte. Et puis une petite, on verra pas bien ici, mais c'est une tête de loup également, un petit pendentif en tête de loup. Il est accompagné d'un loup, bien évidemment. Donc avec l'autre, ça fait 2. Ce sont Guéri et Freki, les 2 loups qui l'accompagnent. Parce que je pense qu'il aime ces animaux autant que moi. Et donc, à côté, vous voyez Frigg qui nous a rejoint récemment. C'est une acquisition récente. Frigg, c'est donc la femme d'Odin. C'est une déesse qui est très importante. C'est la déesse du foyer. Et vous voyez qu'elle est représentée, enfin, je ne sais pas si vous voyez, elle est représentée donc avec les clés qui représentent le fait qu'elle tient la maison, mais aussi avec un écheveau et de quoi tisser, de quoi tisser. Ce que vous voyez aussi d'ailleurs sur ce petit pendentif là. C'est une déesse que j'apprends à connaître depuis quelques mois, qui m'a beaucoup aidée aussi sur des aspects sur lesquels je travaille de manière plus récente dans ma vie. Donc, vous voyez qu'elle a aussi un petit... Donc j'écris traditionnellement, j'aime bien écrire sur des écorces de boulot. Je trouve que ça s'y prête et que voilà, c'est assez joli. Je lui ai confié tous mes bijoux parce que donc c'est une déesse qui est accompagnée de plusieurs servantes. L'une d'elles est Fula, est responsable de ses bijoux. Alors je n'ai pas de petite figurine pour représenter Fula, mais j'ai considéré que c'était à Frigg que revenait de garder la plupart de mes bijoux, puisque je suis une pie et que j'aime beaucoup avoir plusieurs bijoux qui représentent ma pratique. Je trouve que ce sont des objets qui peuvent servir de talisman assez facilement et qui peuvent se prêter à de la magie aussi assez facilement. On a un marteau de Thor. J'ai un petit pendentif qui représente évidemment Odin. Un pendentif avec un loup entouré du serpent Jormungandr.
Et j'ai aussi ce petit pendentif que je lui ai consacré, qui est là à se charger de ses énergies, qui représente en fait Frau Holle. Donc pour le coup, on est plus sur la tradition germanique que scandinave, mais on voit qu'il y a quand même des éléments qui, moi, me rappelaient beaucoup Frigg. Et cet aspect de Frigg qui me parle particulièrement de tisseuse. Donc voilà, je lui mets à consacrer. Je lui ai offert des perles de verre traditionnellement créées comme à l'époque. Quand je dis à l'époque, vous me comprenez, je ne suis pas douée en histoire, sinon j'aurais fait du contenu académique. Des représentations du soleil et des nuages, parce que c'est une déesse qui est associée aux nuages, par le fait elle les file avec son rouet. Le cygne n'est pas forcément traditionnellement associé à Frigg, il est plutôt associé aux Valkyries, aux femmes guerrières. Mais voilà, avec sa petite couronne, je trouvais que c'était quand même opportun. Donc ça va être ses offrandes, tout ce que je lui ai offert, et le pendentif que je lui ai mis à consacrer, un peu comme la pierre de voyage que Odin garde, en quelque sorte, elle me les garde jusqu'à ce que j'en ai besoin, et ensuite je les remets ici quand je n'en ai plus besoin. Par contre, devant, on a ce que... ça, c'est un pendentif que j'ai reçu, qui est un pendentif de maternité, et que je lui ai confié pour qu'elle le charge de ses énergies, du coup. Parce qu'elle est la déesse du foyer, elle est aussi la déesse de la maternité, de l'amour maternel, contrairement à Freya, à qui on s'adresse plutôt pour l'aspect amoureux. Donc voilà, c'est mon petit coin avec les dieux avec lesquels j'ai une relation particulière. Et de l'autre côté, je vais avoir, donc là c'est mon grimoire de runes, dans lequel j'ai mis tout ce qui concernait les runes quand je les tire. De l'autre côté, je vais avoir le petit coin des ancêtres, alors qui est pas très grand, et pareil, les offrandes sont là-dessous. Donc on va avoir pas mal de pierres, En fait là ça va être plutôt des choses personnelles, des associations personnelles avec certaines plantes, certaines pierres, certains objets qui m'ont été transmis par la famille. Et voilà, donc là dans 3 jours pour la nouvelle lune, c'est plutôt de ce côté-là que je vais allumer des bougies, faire des offrandes, etc. Ici, ce sont tous mes jeux de runes. Et on y reviendra. Et ici, enfin, ce sont les cartes que j'expose en fonction de chaque cycle lunaire. Je ne fais pas forcément une pratique poussée tous les 3-4 jours, mais j'aime bien savoir quand même à quelle phase de la lune on en est et tirer une petite carte qui va avec. Donc là, c'est vraiment le coin, entre guillemets, le moins païen. Hein. C'est une pratique un peu plus moderne, mais j'aime bien voilà, toujours savoir un peu à quelle phase de la lune on en est. Et revenons-en à nos clichés. Qu'est-ce qu'on pourrait casser d'autre comme cliché? Déjà, le concept de l'âme. Parce qu'on a vu que le concept de la magie était loin, en fait, de celui qu'on imagine très séparé, rejeté du monde matériel, comme on le perçoit maintenant. L'âme, c'est pareil, c'est un concept chrétien. Chez les païens, on considère que chaque personne est un être multiple, un assemblage, en fait, de parties tangibles, comme l'héritage physique, le nom, l'histoire familiale, des caractéristiques physiques dont on a hérité, et intangibles. C'est-à-dire que même la partie invisible est composée de plusieurs parties. Et ça mériterait une vidéo à soi tout seul. D'ailleurs, je suis en train de lire en ce moment ce livre que je vous conseille, mais de toute façon, je vous conseille absolument tous les ouvrages de cet auteur, Claude Lecouteux, un médiéviste.
qui traite de toutes ces questions-là de manière très résumée, accessible et qui cite toutes ces sources. Donc ça permet ensuite d'approfondir le thème qu'on a choisi d'approfondir. Et je suis en cours de lecture, donc je ne vais pas me plonger dans des explications, mais il y traite justement des différents aspects de l'âme. Il y a aussi Le monde du double de Régis Boyer qui peut être une lecture intéressante à ce propos. Disons que de manière générale, la dualité n'est pas du tout aussi présente que dans la religion chrétienne ou dans les religions du livre, où la dichotomie est vraiment instaurée par le bien, le mal. Avant les religions chrétiennes, c'est beaucoup plus multiple et beaucoup moins séparé en deux. D'ailleurs, on parle plus d'ombre que de mal. Et voilà, de manière générale, il y a de nombreux dieux, de nombreuses créatures, de nombreux mondes, et pas juste un monde des morts, un monde des vivants, une âme, un corps. Enfin, c'est... Voilà. Cette dualité-là, il faut essayer de la déconstruire quand on a une pratique païenne, parce qu'elle influence énormément d'aspects de la vie, et elle n'est pas forcément du tout pertinente dans notre pratique. D'ailleurs, petite parenthèse sur le monde de l'au-delà, le monde des morts, c'est pareil. Il n'y a pas un enfer et un paradis, même si le cliché voudrait qu'on projette ça sur le Valhalla, c'est le paradis et le reste, c'est l'enfer. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a plusieurs mondes des morts. Ne serait-ce que pour les combattants, il n'y a pas qu'une seule halle, il y a celle de Freya et il y a celle d'Odin. Ensuite, il y a un vaste monde de l'au-delà pour les morts, on va dire plus classiques, de vieillesse, de maladie, etc. Mais il y a aussi une géante qui réclame les noyés, donc les noyés vont encore dans un endroit différent, etc. Il faut vraiment tout penser beaucoup plus selon un prisme de multiplicité, plutôt que de dualité. Pour en revenir également aux offrandes, et ça c'est purement personnel, c'est ma sensibilité. Moi j'ai tendance à penser que ce qui est fait à la main a toujours une valeur particulière. C'est pour ça que vous voyez, certaines de mes statues sont habillées avec des petits ouvrages que j'ai tricotés à la main. J'écris, je dessine, je tricote. Et effectivement, pour fric, forcément, c'est ce qui me semblait le plus adapté avec les bijoux. J'ai toujours tendance à penser que ce que vous créez à la main aura une valeur particulière. En plus. Une petite valeur en plus. Parce que vous y avez mis du temps, vous y avez mis votre cœur, et c'est ça qui compte beaucoup. Donc on a parlé de l'importance de l'artisanat, de la création, du chant, de la danse, de la multiplicité du monde qui est présente dans le monde païen. Il y a l'importance des mythes aussi, qui est très grande. L'histoire des dieux, mais aussi l'histoire de votre clan, si vous en avez un, et surtout votre histoire à vous, votre saga, parce que dans nos croyances, c'est ça qui nous survit, c'est ce qu'on aura transmis, comment les gens vont se souvenir de nous, en fait, ce qu'on aura transmis à nos enfants et à tout le monde, en fait. Donc il y a une énorme importance du mythe, de l'histoire, et de la transmission de l'héritage. Un cliché qui me vient en tête et qu'on n'avait pas encore approfondi ou totalement déconstruit, c'est celui que le paganisme s'apparente à la sorcellerie. Alors, je suis particulièrement mal placée, étant pratiquante des deux, mais je vous promets que pour la plupart des païens ne pratiquent pas la sorcellerie. La magie fait partie inhérente en fait du monde païen. Les êtres magiques, les êtres invisibles
font partie inhérente de notre monde, du monde invisible, mais c'est un monde naturel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pratique magique. Par contre, ce n'est pas du tout le plus courant. Donc, on va pouvoir penser à des pratiques telles que le seidr, c'est-à-dire le fait de voir, ou parfois même de modifier l'avenir dans un état de transe. Donc c'est une pratique qui est traditionnellement réservée aux femmes. Voilà, en dehors de quelques vulvas, il n'y a pas énormément de personnes qui pratiquent. Ensuite, il y a les pratiques liées aux runes, qui vont être chantées, gravées. Et là, pour le coup, ça va peut-être être plus traditionnellement masculin. Vous commentez si jamais je me trompe, mais il me semble. Et ça va être l'occasion de détruire un autre cliché qui est celui des runes. Alors, dès qu'on entend parler de la pratique païenne viking, enfin des vikings en général, on tombe sur les runes. Les runes, c'est un alphabet, hein, c'est un ensemble de lettres, et c'est vrai qu'elles avaient des sens propres, qu'elles étaient infusées d'une puissance et d'un sens qui leur était propre, donc ce qui est différent de notre alphabet à nous, par exemple. Mais le fait de tirer les runes, comme on le voit, est encore discuté. Oui, il est mentionné dans la Germanie de Tacite que les Germains jettent des runes, ou en tout cas des petits bâtons gravés sur un drap blanc. C'est une pratique qui est largement acceptée par les païens, par les pratiquants de notre religion. Pour autant, je ne suis pas sûre qu'il y ait de preuves. Maintenant, il faut garder en tête que nos sources, elles sont plus que restreintes. On a très peu de sources. Et quand on en a, elles sont toujours retranscrites ou par des chrétiens, des romains. Bref, c'est toujours, entre guillemets, de la seconde main. Donc c'est très dur d'avoir une idée réelle du monde de cette époque, puisque tout était oral et on a finalement peu de traces écrites du quotidien de nos ancêtres. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour de la pratique. Alors, je vais vous faire un dernier petit plan de quelques ouvrages qui pourraient vous inspirer. Donc ici, vous avez un petit aperçu de certains bouquins que j'ai. Ils ne sont pas tous ici. Et il n'y a pas non plus les ouvrages historiques. En vérité, comme vous le voyez, c'est plutôt éparpillé. Et donc le livre sur les chiens noirs, il n'est pas du tout nordique. C'est le seul. Mais alors lui, je l'ai mis là parce qu'il y avait un loup dessus et que je l'adore. Mais il n'a rien à voir avec la mythologie germano-scandinave. Les autres, si. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Toutes les sagas de manière générale. Et là, on a un autre ouvrage de Le Couteux sur la maison et ses génies. Donc, qui parle aussi des esprits du foyer, qui est très bien. Sinon, ce que je vais vous conseiller, c'est tout simplement le Havamal et l'Edda, tout simplement. Donc, l'Edda poétique. Là, on a la version de Régis Boyer. On a un livre sur les runes d'Yves Kodratov qui est très très bien. On a des livres aussi qui sont beaucoup plus, on va dire, New Age, moderne, dans lequel il y a à prendre et à laisser. Bon, après, ils ont le mérite d'exister. Typiquement, le guide pratique de Lazatrou. Voilà, il y a beaucoup de la vision personnelle de l'auteur, mais bon, ça permet d'avoir une porte d'entrée et ça permet d'avoir de l'inspiration. Donc, à vous de voir. Bon, j'ai beaucoup de jeux de cartes. Pour le coup, là, c'est pareil, c'est pas du tout traditionnel, mais que j'utilise dans ma pratique. Le Havamal, bien sûr. Une autre version de l'Edda, un dictionnaire. Finalement, moi, j'ai envie de vous dire, c'est le Havamal sur lequel il faut l'Edda, en fait. L'Edda dans son entier, c'est vraiment le livre par lequel commencer si vous voulez vous intéresser à cette pratique. Donc voilà pour ce vlog qui finalement est assez long.
dans lequel je vous montrais un petit peu à quoi ressemblent mes hôtels tels quels, sans, sans avoir rien modifié, c'est promis, avant de les avoir pris à l'image, et de vous avoir montré un petit peu à quoi ressemble la pratique païenne. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné une idée de ce que c'est la pratique païenne quand elle se veut un minimum traditionnel. Attention, encore une fois, une partie de ma pratique ne l'est pas. Déjà, il y a des jeux de cartes, hein, donc on s'en doute. Mais en tout cas, j'essaye voilà, de respecter quand même au maximum les traditions. Donc j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler, des idées et des valeurs que ça peut véhiculer, en particulier la relation avec la nature qui est majeure et centrale. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à faire en commentaire. S'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, que ce soit la conception en fait de l'âme, entre guillemets, l'au-delà, quoi que ce soit, eh bien, dites-le moi en commentaire et soyez patient parce que le temps que je fasse les recherches, que je les fasse vérifier auprès de personnes qui s'y connaissent mieux que moi, etc., ça peut prendre du temps. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et commencez toujours par les sources histo.